Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Hélène Sarah. Bonjour à toi, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis trop contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Alors, cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et de surtout comment concilier les deux. Ça a l'air hyper simple dit comme ça, mais c'est tout un sujet. Quelle blague! C'est ça, n'est-ce pas? Donc, merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de la manière que tu as, toi, d'utiliser les maths, en fait, pour justement combiner un business et le fait d'être parent. Ouais. Alors, pour te présenter un peu, avant que toi, tu puisses entrer un peu plus dans les détails, tu es calculatrice de bonheur. Déjà, j'adore cette combinaison entre un truc hyper factuel et un truc super émotionnel. Je trouve ça génial. Et tu as aussi 2 enfants. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Oui, déjà, je pense que la première chose, question de baisser un petit peu le niveau de stress lié aux maths de tout le monde. Moi, je n'ai pas toujours aimé les maths. J'ai même déjà coulé des cours. Je sais pas si l'expression est la même en Europe. Donc, On comprend l'idée, ouais. C'est ça. Parce que je voyais pas l'utilité, parce que c'était trop abstrait pour moi. Puis, de fil en aiguille, à travers mon parcours qui a commencé en administration, en gestion des affaires, j'ai découvert comment on pouvait les utiliser pour prendre des meilleures décisions en business. Puis ça m'a vraiment fascinée à ce moment-là, comment je pouvais littéralement traduire un problème ou une situation complexe avec des chiffres pour être capable d'avoir un regard qui était différent, plus objectif, un regard qui était plus complet sur une situation et permettre en fait de naviguer dans la prise de décision de façon un peu plus, plus informée, mieux. Ouais. Puis j'ai décidé de poursuivre là-dedans et de me rendre jusqu'au doctorat en mathématiques pour être meilleure, j'imagine. Donc ça, c'est vraiment mon background plus académique. Mmh. Puis je me suis lancée en affaires, ça fait quand même, dans le fond, pendant que je faisais mon doctorat, je faisais des petits mandats de consultation, donc j'enchaînais un petit peu les deux. Puis en suite, donc, à ma graduation, je me suis lancée à temps plein dans l'entrepreneuriat. Puis en fait, quand j'ai fait le saut à temps plein, j'étais enceinte. Donc, pour moi, l'expérience temps plein entrepreneurial, ça va un petit peu main dans la main avec maternité, parentalité. Puis, il faut dire aussi qu'à travers ça, tu sais, j'ai eu 2 enfants quand même assez rapprochés. Ma plus vieille a 3 ans et demi. Mon plus jeune a 1 an et demi. Puis, tu sais, quoi dire, les enfants, ils ont tous des tempéraments différents, ils ont tous des enjeux différents. Fait que c'est tout le temps réapprendre comment s'organiser, réapprendre comment se fixer des objectifs. La vie et le concept de productivité, comment dire, ça change à toutes les 2 semaines. Donc, faut être en mesure de s'adapter à travers ça, là. Et encore, toutes les 2 semaines, c'est quand c'est à peu près stable. Oui, c'est ça, exact. C'est quand c'est bien. Ok, merci beaucoup du coup d'avoir expliqué ton parcours. C'est quand même hyper intéressant de voir que tu n'étais pas super fan des maths et que tu vas quand même jusqu'au doctorat. Donc il y a dû se passer en effet des choses entre-temps qui t'ont illuminé et où tu t'es dit ah mais c'est quand même super utile dans la vraie vie, au-delà des études en fait, parce que souvent on voit des choses dans les études à l'école et on se dit ok mais pragmatiquement dans la vie comment j'applique ça en fait. Et c'est ce que je comprends dans ton parcours, c'est ce switch entre la théorie et l'application concrète quelque part dans la vraie vie, en fait. Ouais, exact. Puis tu m'apportes vraiment une belle perche en ce moment parce que moi, dans le fond, je suis vraiment tombée en amour avec l'idée d'utiliser les mathématiques pour prendre des décisions. Puis dans les cours que moi, je suivais en tant qu'étudiante, il y avait vraiment, c'était peu
actionnable, c'était peu applicable. Donc, on voyait des exemples de très grosses entreprises ou de très grosses manufacturières. Puis moi, je savais que ça m'intéressait pas de travailler dans ce genre d'entreprise-là. Je savais qu'il y avait un parallèle à faire, une façon de les appliquer pour des très petites entreprises en service. Puis j'avais juste hâte d'être en mesure de développer ce matériel-là parce que je ne le voyais pas. Puis c'est exactement ce que je fais en ce moment, finalement. Okay. Tu sais, de créer des outils, de créer des explications pour être en mesure d'aider les travailleurs autonomes, les indépendants, les très petites entreprises de services à comment, au final, je suis capable, c'est ça, de prendre les meilleures décisions dans ma petite business. Tu sais, oui, mon intuition, c'est génial, mais est-ce que je suis capable d'aller plus complet, tu sais, plus complémentaire, finalement? Ouais, c'est ça. Et c'est pas l'intuition contre la prise de décision où c'est les deux vont ensemble. C'est les deux c'est mains dans comment la équilibrer. main. Ouais, c'est Oui, ça. exact. Ouais. Top. Donc, tu disais que tu es à ton compte depuis un petit moment maintenant. Ouais. Ça a été quoi, en fait, le déclic pour te mettre à ton compte et te dire, OK, c'est de cette manière-là dont je veux travailler, en fait? Tomber enceinte. Vraiment. Oui, c'était vraiment, ça a toujours été mon objectif que quand j'étais pour avoir des enfants, je serais en mesure de travailler à la maison avec, tu sais, dans un monde très idéal, une nounou qui est là pour m'aider puis me permettre de voir mes enfants grandir tout en travaillant. C'était vraiment ça mon idéal. Puis tu sais, ça s'est passé très rapidement là. Tu sais, j'ai fini mes études à l'été 2019 puis je suis tombée enceinte en septembre-octobre après. Donc j'ai pas vraiment eu une grande période pour être un adulte salarié. T'as été propulsée, ouais. Exactement. Fait que pour moi, ça a été vraiment cette liberté-là de pouvoir gérer mon quotidien, c'était vraiment la motivation principale à me lancer. Ouais. OK. Et au moment où tu te lances, et donc t'es enceinte, c'est quoi tes challenges principaux? C'est quoi mes challenges? J'ai été vraiment chanceuse. À l'époque, j'ai eu une subvention du gouvernement qui me permettait d'avoir l'équivalent du salaire minimum payé 35 heures semaine. Okay. Donc, toute la pression financière était vraiment moins là. Tu sais, on s'entend que ça permettait pas de couvrir, je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui réussissent à vivre avec le salaire minimum, mais c'est quand même peu. Mais c'est ça permettait d'enlever vraiment un gros stress. Le challenge, en fait, puis j'ai été chanceuse aussi parce que ma première fille a été très facile. J'ai peu ralenti, en fait, pour ma première fille. J'ai pris... je m'étais dit que je prenais 4 semaines de congé après mon accouchement. Puis après 3 semaines, je trouvais déjà que le temps était long, là. Wow. C'est ça. Je pensais, ma fille, rentrons dans les insights de la maternité. Ma fille prenait un temps fou quand je l'allaitais. Un temps fou. Je passais des 45 minutes à 1 heure par fois. Donc, ça faisait en sorte que j'étais assise 6 heures dans ma journée, au moins. Puis finalement, pour moi, c'était le moment idéal pour travailler. Donc, mon horaire de travail était littéralement quand ma fille s'abreuvait, puis souvent, ça faisait des siestes après. Fait que pour moi, l'équilibre à ma première a vraiment été facile à maintenir finalement entre travail puis entrepreneuriat. Le grand défi a été quelques mois plus tard quand elle a commencé à se promener. Et que là, on n'avait pas nécessairement personne pour nous aider, donc j'étais à la maison. Puis tu sais, oui, en théorie, j'aurais pu être en vrai congé de maternité, mais je suis passionnée par mon travail. Pour moi, l'équilibre, c'est d'avoir les deux. C'est d'être accompli professionnellement et d'être accompli dans la famille. Puis c'est là que ça a été vraiment difficile parce que j'avais tellement envie de travailler, puis en même temps, j'avais tellement envie de m'occuper de ma fille, mais elle demandait tellement d'énergie, puis je perdais patience des fois parce que j'arrivais pas à finir d'accomplir mes tâches. Tu sais, quand t'as un enfant qui fait peu de sieste, puis qui bouge partout, t'as peut-être des 5 minutes s'il est là pour travailler. Je sais pas, c'est qui est capable d'accomplir des choses en tranches de 5 minutes à la fois? C'est très court, ouais. C'est très court. Fait que tu sais, il y a eu ça, puis tu sais, progressivement à l'époque, j'avais quand même tu sais choisi de commencer à déléguer certaines tâches. Donc j'avais quand même une petite équipe qui commençait à se monter, puis à un moment donné, c'est ça, c'est tout faire et avoir tout plein de responsabilités en même temps. Pour moi, ça a été juste too much. Tu
sais, moi, j'avais vraiment ce rêve-là, puis j'ai peut-être voulu scaler un peu trop vite en ce sens. J'avais ce rêve-là que, ben, tu sais, j'ai des enfants, puis j'en voulais un deuxième assez rapidement. Ben, c'est ça, je vais m'entourer, je vais créer une entreprise qui a pas besoin de moi, puis tu sais, c'est fini là. Mais ça se fait pas comme ça, tu sais. En 6 mois, c'est bon, clac, clac, terminé. Oui, Ben, non. c'est ça. Puis, tu sais, j'avais une bonne demande, là. Fait que, tu sais, au niveau de la demande pour mes services, c'était réaliste. Mais c'est ça. C'est de Il y l'autre avait côté, comme un c'est le problème. delivery. C'était plus C'est ça. compliqué. Puis, en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de la capacité de mon équipe, autant la mienne à gérer cette équipe-là que de l'ensemble de l'équipe à l'interne pour amener à bien les projets, c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait un problème de gestion de capacité. Puis, tu sais, la capacité, c'est quoi? Ben, c'est est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour réaliser mes engagements? Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à appliquer mes concepts mathématiques de prise de décision sur la gestion à l'interne. Je me suis créé des calculateurs. De quelle façon je suis capable de permettre à mes employés de ne jamais faire d'heures supplémentaires? Parce que là, on était rendu là dans les enjeux. Là. C'était quand même intense. Là. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ça? Puis m'assurer de l'autre côté que j'ai de l'argent pour payer tout le monde, qu'on a des mandats qui rentrent. Tu sais, l'équilibre, le sweet spot entre tout ça, il est très difficile à trouver. Puis j'ai essayé de le calculer, en fait. Je me suis vraiment demandé, ben c'est quoi qui me manque en ce moment pour être capable d'atteindre tous ces objectifs-là? Fait que c'est vraiment de là que j'ai vraiment été capable de mettre la main à la pâte pour développer ce fameux matériel-là de quand tu es dans le service, comment tu fais? Oui. Comment tu fais pour avoir à la fois une belle qualité de vie et une rentabilité, tu sais. Fait que c'est ça, le gros questionnement en est venu là parce que c'est progressivement aussi, on en a parlé au début, mais avec les enfants, ça change ce que tu peux faire. Puis là, je me rendais compte que, tu sais, autant que je pouvais travailler vraiment beaucoup quand ma fille est née, ce qui est très curieux puisque d'habitude, t'es juste, tu sais, super fatigué puis ça fonctionne pas. Moi, ça fonctionnait vraiment bien. Mais là est venu un moment où, ben, clairement, dépasser 20 heures semaine de travail, pour moi, c'était plus réaliste. C'était juste la quantité maximale d'heures que moi, je pouvais dédier à mon entreprise était 20 heures. Mais 20 heures pour faire rouler une business avec des employés, bonne chance. Fait que c'est ça. Fait que là, toute la notion de décortiquer, calculer, qu'est-ce que je peux vraiment accomplir en 20 heures? Mon temps doit aller où? C'est quoi la constitution de tout ça? Au niveau des actions marketing, par exemple, je me suis rendu compte que je passais beaucoup, beaucoup de temps là-dessus à créer du contenu, tout ça. Mais là, de quantifier combien de travail je pouvais accomplir, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur il était où le problème puis comment j'étais en mesure de me réorganiser après, finalement. Fait que vraiment, tu sais, c'est comme si la maternité a vraiment été un vecteur de me rendre à une situation où mon temps était tellement rationné que là, je devais m'assurer que, je dirais pas chaque minute, là, mais tu sais, que mes gros groupes de tâches étaient canés, ils étaient capables de rentrer dans le temps que j'avais disponible parce que sinon, c'était une question de survie, là. Mon entreprise était pour juste mourir si j'étais pas capable de maîtriser ça un minimum, là. Ouais. Et toi aussi derrière, c'est-à-dire que tu as dit quelque chose de ultra, ultra important, c'est que tu avais besoin de reprendre. Et en fait, chacun et chacune est aussi à des rythmes différents. Et c'est OK. Exact. Mais je pense que c'est ultra important, surtout à ces moments-là, de se poser la question, de dire est-ce que j'ai envie de reprendre, est-ce que j'ai le jus pour ça? Et quand tu parlais de ressources, pour moi, il y a les ressources aussi, bien sûr, financières, mais il y a les ressources temps, énergie. Et parfois, ça redonne de l'énergie d'être dans son business parce que ça fait du bien et que c'est là qu'on a envie d'être. Ben oui. Ou à l'inverse, on a besoin d'être avec son enfant parce que c'est comme ça et c'est notre besoin du moment. Et c'est ça, et c'est OK aussi. Mais pour moi, le point ultra important derrière, c'est de se dire quel est mon besoin et de se poser la question, en fait. De dire là, maintenant, c'est une situation exceptionnelle quand même d'avoir un enfant. Donc on a le temps et on a le droit de se poser la question de qu'est-ce que je veux, de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant. En essayant de se couper le plus possible des avis qui sont parfois contradictoires autour et pas toujours aidants non plus. Non. Mais de se dire qu'est-ce que je veux moi et ensuite en effet de se dire si j'ai besoin de travailler, ce que tu as fait rationnellement, de combien d'heures je dispose, et merci de parler du fait de quantifier le temps. C'est quelque chose sur lequel je reviens très souvent avec mes clients en disant des clients qui vont te dire j'ai pas le temps, etc. Et pour moi, tu peux améliorer quelque chose quand tu sais d'où tu pars, et le où tu pars, c'est déjà de mesurer ton point de départ. Et donc quand tu sais pas combien de temps tu passes sur quelle tâche, etc., c'est pareil, tu peux avoir une intuition ou une perception, mais le temps, la perception, elle peut être très différente selon ce que tu fais. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment un élément où
la quantification et l'analyse, elle est ultra importante pour derrière justement prendre des décisions de manière factuelle et dire si je dispose que de 20 heures, mais que j'ai besoin de faire X de chiffre d'affaires, comment est-ce que je fais l'équation avec ça en fait? Exact. Puis tu sais, la réalité en arrière, c'est peut-être que c'est mathématiquement inatteignable. Puis ça, tu sais, pour moi, c'est super important de le mettre là. Puis c'est pas parce que c'est défaitiste, c'est que des fois, c'est juste la réalité des choses. Puis ça veut pas dire que tu seras jamais capable de le rendre mathématiquement atteignable. Mais aujourd'hui, en fonction de ton temps, de la structure de tes offres, qu'est-ce qui est possible? Puis tu sais, si tu te mets un stress supplémentaire pour atteindre des objectifs qui ne sont pas atteignables, ça sert à personne. Non. Des fois, de juste être capable de, tu sais, aller 1 ou 2 pas en arrière puis faire, gars, avec ce que je dispose en ce moment, c'est ça que je peux atteindre, je vais me concentrer à l'atteindre. Puis à côté, tu peux travailler sur des choses pour peut-être augmenter tes prix ou, tu sais, trouver des façons de faire des forfaits qui sont plus avantageux pour toi. Ou, tu sais, il y a des façons à côté de travailler sur, Bien sûr. Reste que dans la situation actuelle de ton entreprise, c'est essentiel que tu te demandes qu'est-ce que je peux faire avec ce que mon entreprise est aujourd'hui. Clairement. Et je pense que ça évite aussi de générer de la frustration, de partir dans un truc de c'est ça mon objectif, bien sûr je peux l'atteindre, etc., sans se poser la question de est-ce que juste c'est atteignable mathématiquement, et de se retrouver 3 ou 6 mois après en se disant oh là là mais je suis vraiment nulle, j'y arrive pas, bien sûr je l'ai pas atteint, etc. Sachant que encore une fois mathématiquement c'était peut-être juste pas possible au départ. Donc c'est pas une question de motivation, c'est pas une question de, c'est juste que ça se peut juste pas selon les contraintes que tu as actuellement, c'est tout. C'est ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est bien de l'avoir aussi en tête, en effet, et de se dire si c'est pas atteignable aujourd'hui, comme tu le dis, c'est quoi le plan d'action pour que ça le soit demain ou après-demain, mais par où je passe pour faire ce cheminement et pour arriver à quelque chose qui, en effet, colle avec mes besoins et mes attentes du moment, en fait. Exact. Hyper intéressant. Et t'as dit autre chose, c'est que, en effet, je pense que les enfants sont un très bon accélérateur de tout ce qui est productivité, efficacité. C'est pas comme ça que c'est vendu, entre guillemets, dans la société. Mais quand, en effet, on est à son compte et qu'on est dans cette recherche de comment est-ce que je travaille le plus efficacement possible, les enfants ont cette capacité à nous faire plier, parce que des fois, c'est un peu malgré nous, mais d'aller vers, de toute façon, on n'a pas le choix parce que ils sont malades, parce qu'il faut gérer telle ou telle situation qui est souvent impromptue et qui fait que l'adaptabilité, c'est la manière de faire par défaut. Et on commence par là pour après pouvoir ajuster autour, mais c'est quelque part aussi eux la priorité dans cet environnement global au-delà du business. Et donc comment est-ce qu'on adapte le business autour des enfants ou l'inverse de temps en temps, mais peut-être qu'il y a un peu des deux quoi. Ouais, exact. Puis tu sais, je pense que l'autre chose aussi qui vaut tellement de l'or avec ça, puis je parle pour moi, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais la capacité de lâcher prise sur des détails qui ont peu d'impact, ça fait un effet, mais monstre, sur ce que je suis capable d'accomplir. Parce que là, comme mon temps est rationné, comme ça se peut qu'il y ait des journées, tu vois, là, en ce moment, mes enfants m'ont réveillée à 2 heures ce matin. Donc, pour moi, il est 10 heures, ça va faire quand même 8 heures que je suis réveillée alors qu'on est le matin. Je suis moins productive, moins réveillée, moins tout ce que tu veux aujourd'hui. Pourtant, j'ai le même nombre d'heures, si c'est pas plus que hier, mais je dois adapter ma manière de fonctionner en fonction de ça. Puis, quand tu as justement énormément de facteurs comme ça, ben t'as pas le choix de te ramener à les actions que je vais poser aujourd'hui, d'une part, lesquelles j'ai vraiment l'énergie pour le faire, lesquelles j'ai vraiment le temps pour le faire, et si j'ai le choix entre plusieurs actions, lesquelles ont le plus gros impact sur mon entreprise? C'est là que tu te rends compte que, des fois, d'ajuster les couleurs sur ton site web, même si tu pensais que c'était beaucoup important avant, au final, l'impact sur ton chiffre d'affaires est quasi inexistant. OK? Puis, je trouve que ça permet de te mettre dans un état d'esprit où, justement, tu es en quête du plus petit effort possible avec l'impact le plus grand possible. Tu sais, l'idée de Pareto de 20% d'effort pour 80% de résultats, pour moi, c'est constant dans ma tête, justement, sachant que je suis une larve puis que je suis à veille de juste tomber en 1000 morceaux, sachant que j'ai quand même envie de m'accomplir parce que c'est pas juste une question de ramener de l'argent. Hein. Moi, ça me permet de me sentir accomplie. Ça permet, down the road, d'être une bonne mère si je sens que je suis une personne à part entière puis je suis capable de me réaliser professionnellement.
qu'est-ce qui est la plus petite tâche possible qui me permet d'être là, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que clairement je n'avais pas avant. Avant, j'étais workaholic fini, je travaillais quasiment tout le temps la fin de semaine. J'aimais ce que je faisais, mais je travaillais souvent sur des tâches à valeur peu ajoutée parce que je travaillais. J'étais productive, entre guillemets, dans le sens où j'étais tout le temps en train d'accomplir quelque chose. Mais la productivité, ce n'est pas ça. La productivité, c'est genre mathématiquement, là, il y a une formule, OK, en gestion des opérations sur la productivité. Puis c'est la quantité de valeur créée divisée par le nombre de ressources utilisées. Merci! Puis quand tu regardes cette équation-là, tu te rends compte que en fait, moins tu travailles, si tu maintiens tes résultats obtenus, tu es plus productif. Et à l'inverse, si tu ne changes pas tes résultats obtenus et que tu travailles plus, tu diminues ta productivité. Fait que c'est là, la question, c'est je souhaite avoir une productivité accrue. Donc, c'est quoi le maximum de valeur que je peux créer avec le moins de temps possible? On le remettra, je pense, en description de l'épisode, cette formule, parce que c'est tellement ça. Et c'est ultra parlant pour le coup. Et on comprend bien, justement, la transposition dont tu parlais tout à l'heure, entre les maths et la vraie vie et le business. Tu as parlé plusieurs fois de facteurs. Je pense que il y a des facteurs qu'on maîtrise quand on est dans la vie en général et dans le business en particulier. Il y a des choses sur lesquelles on a de l'impact. On peut avoir une action qui va potentiellement donner des résultats, etc. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, tu parlais de lâcher prise. Je pense que c'est important aussi de comprendre que dans les facteurs, il y a des choses sur lesquelles je peux agir et d'autres non. Et donc, ça sert à rien de m'énerver et de passer des heures et des heures et des heures sur ce que je ne maîtrise pas parce que je le maîtriserai pas plus après. En effet, je vais juste être fâchée. C'est ça. Donc, je vais diminuer mon énergie, je vais augmenter ma frustration, potentiellement ma culpabilité. Enfin, que des trucs qui sont pas ultra fun et qu'on n'a pas ultra envie d'avoir dans son business. Donc j'aime beaucoup aussi cette idée de se centrer sur à la fois l'essentiel, mais aussi ce sur quoi on a la main, en se disant voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux produire moi en termes de valeur avec quelles ressources pour être la plus efficace possible dans le temps qui m'est imparti. Ouais. Ce qui nous ramène du coup vraiment aux maths pur et dur quelque part. Oui. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de justement comment est-ce qu'on peut utiliser, tu l'as dit un peu là avec des formules et la manière dont toi tu l'avais utilisé forcé entre guillemets en ayant des enfants pour toi, ce qui est souvent une très bonne manière de commencer, hein, c'est-à-dire qu'on est soi-même confronté au problème et puis on trouve des solutions et après on se dit peut-être que d'autres peuvent avoir besoin de cette solution aussi. Ouais, exact. Est-ce que tu peux nous donner des exemples en fait concrets dans le business, soit le tien, soit de clients que tu as, de comment l'application des maths se fait? Ouais, le point de départ est vraiment tout le temps le même. Pour moi, la base, c'est de faire un espèce de portrait idéal de vers où je m'en vais. J'aime mieux faire ça que de tout de suite investiguer mon temps passe où, parce que des fois, quand tu fais juste investiguer ton temps passe où, tu as tendance à juste éliminer les affaires sur le bord, tandis que quand tu te concentres sur c'est quoi que j'ai vraiment disponible puis vers où je m'en vais, là, on dirait que justement, t'es vraiment en mode survie. T'es vraiment en mode faut que ça rentre à l'intérieur de ce temps-là. Donc, ce que j'aime faire, c'est l'exercice de me demander combien d'heures j'ai vraiment disponible pour travailler sur mon entreprise dans une semaine, au maximum. Puis si t'es pas sûr, diminue ce temps-là. Tu sais, tu peux diminuer le temps parce que justement, il y a des chances que tu sois fatigué, parce que tes enfants sont parfois malades. Donc, tu sais, si tu dis, moi, je pense être capable de travailler 35 heures semaine, mais tu sais que là-dessus, souvent, il va y avoir une journée qui va être handicapée, mets-le à 30. À 32 ou encore moins à 28, tu comprends? Après ça, c'est de se demander combien de vacances je veux prendre dans une année, parce que ça, c'est un facteur qu'on prend pas en compte souvent. Tu vas calculer tes revenus que tu peux faire sur une année, mais tu le considères 52 semaines par année. Bonjour le fait que justement, tu prendras jamais de break. Fait que pour moi, c'est vraiment essentiel de le rentrer dans l'équation. Puis tu sais, je sais pas de quelle façon vos congés fériés sont en Europe, mais nous, au Québec, quand tu es salarié, tu as 8 jours fériés, donc des congés qui sont payés par l'employeur, puis il y a 2 congés maladie. Mais ça, les gens se rendent pas compte, mais ça fait quand même 2 semaines de congés que ton employeur te donne. Mais considère-les quand tu es travailleur autonome aussi, ou quand tu es indépendant, ou quand tu es chef de ta petite entreprise, parce que, je veux dire, si le reste de ta famille prend ces congés-là off, puis que toi, tu ne l'inclus pas dans, justement, ta capacité à prendre des contrats, là, ça fait un débalancement. Puis le dernier,
c'est tes attentes financières. Donc, combien d'argent tu souhaites avoir. Puis pour moi, ça, c'est vraiment les bases de créer le carré de sable de qu'est-ce que je souhaite. C'est sûr que des fois, la composante financière, quand on commence à investiguer, on se rend compte que c'est ça, va peut-être falloir que je le baisse ou que je demande drastiquement mes prix pour que ça corresponde. Fait qu'une fois qu'on a le portrait idéal, tu sais, j'ai vraiment des calculs tout automatisés en arrière de ça. Mais l'idée, c'est d'être capable de se donner, pour une entreprise de service, surtout pour quelqu'un qui est indépendant, généralement, c'est juste 50% de son temps qui va pouvoir être dédié sur des mandats clients. On a tendance des fois à prendre plus ou même considérer que 100% de notre temps travaillé va être rémunéré, mais c'est pas le cas. Mais quand tu réalises que c'est juste 50% de ton temps qui peut être donc alloué à des, tu sais, puis ça peut être des fois, tu sais, si tu crées des formations, créer le matériel de formation, même si c'est pas du temps que tu passes avec des clients, c'est quand même du temps que tu passes autour de la création de tes offres de services. Ben c'est ça, tu sais, si je prends, mettons, tu sais, moi, j'avais des semaines de 20 heures, là, ça fait juste 10 heures par semaine que je peux gagner de l'argent. Puis ça, c'est si je suis justement bookée au complet. Ouais, au taquet, c'est ça fait vraiment, tu sais, là, ça fait vraiment réfléchir sur, ah ouais, mais c'est ça, c'est mes prix, faut qu'ils soient à combien, finalement, pour être capable que ça balance. Ça, c'est pour la notion tu sais, d'heures facturables ou de temps rémunéré. Mais il y a d'autres composantes dans l'entreprise qui sont essentielles. Il y a, tu sais, le temps de tâches administratives, par exemple, le temps que tu passes à faire ta tenue de livre, etc. C'est encore une fois, sur une semaine de 20 heures, tu sais, les pourcentages alloués, je les ai identifiés en faisant une recherche, tu sais, scientifique et dans l'industrie pour avoir des pourcentages qui sont alignés sur ce que ça pourrait être. Ça veut pas dire que c'est nécessairement ça pour chaque individu, mais c'est des bons barèmes. Donc, pour les heures passées sur les tâches administratives, généralement, ça va être autour de 10% du temps travaillé. Okay. Donc, je reviens à ma semaine de 20 heures. Ça fait 2 heures dans la semaine. 2 heures dans la semaine pour répondre aux courriels qui sont pas des clients, pour faire ma tenue de livre, pour faire de la facturation. Est-ce suffisant? Si pour toi, ce l'est pas, c'est peut-être que là, il y aurait des gains de temps à avoir. Peut-être que pour toi, tu serais capable d'avoir plus de revenus si tu déléguais ta tenue de livre. Puis souvent, en fait, c'est ça qu'on voit. Tu sais, surtout quelqu'un qui est pas habitué. Ou moi, je le sais, je regardais mon écran puis je procrastinais mes factures juste parce que ça me tentait pas. C'est quand même du temps que je peux pas réutiliser. Fait que j'aime utiliser cette forme d'investigation-là pour vraiment partir de, tu sais, au lieu de observer que je passe, tu sais, 10 heures par semaine sur mes tâches admin, plutôt de me dire, oups, j'ai juste 2 heures, qu'est-ce que je peux rentrer à l'intérieur de 2 heures, puis qu'est-ce que, en fait, j'ai pas le choix de lâcher prise sur. C'est ça. Qu'est-ce qui a de l'impact dans ces 2 heures à faire absolument versus qu'est-ce que, c'est ça, de toute façon, je laisse tomber parce que j'ai pas le temps et en plus, ça aura pas d'impact sur mon business, donc... Exact. Fait que, tu sais, l'approche est vraiment réussie dans toutes les sphères. Puis, tu sais, quand t'es rendu aux ventes et marketing, par exemple, c'est sûr que si tu décides d'avoir, tu sais, un compte Facebook, un compte LinkedIn, un TikTok, puis un compte Instagram à alimenter, puis que j'ai 20 heures par semaine, puis tu sais, pour moi, les ventes et marketing, tout partout, là, incluant, tu sais, parler à des clients potentiels, rédiger des offres de services et alimenter mes réseaux sociaux et par exemple, là, en ce moment, je fais une activité de visibilité avec toi. Je suis sur ton podcast. Pour moi, c'est une activité de vente et marketing et je la budgète dans mon horaire. Pour moi, ça, c'est 30% du temps. Encore une fois, sur une semaine de 20 heures, on parle de 6 heures. Et t'as intérêt d'être super efficace sur tes 6 heures si tu fais la prospection, le marketing, les contenus, etc., etc. Exact. Puis encore une fois, là, la question de, est-ce que c'est mathématiquement réaliste tout ce que je veux faire? Ma belle stratégie marketing là que j'ai faite en suivant les meilleures pratiques est-elle adaptée à mon modèle d'affaires qui inclut le fait que je n'ai que 20 heures par semaine à travailler? Fait que ça te demande de vraiment, encore une fois, te demander, c'est ça, il est où le plus gros impact là-dedans? Est-ce que je peux juste choisir un canal ou au final, je change complètement ma stratégie marketing pour faire de la prospection directe parce que c'est ça qui a le plus de chances de m'amener des résultats? Fait que ça te met, je trouve que d'utiliser les mathématiques dans un contexte comme ça te met face à une réalité qui est tranchante et dure, mais c'est un exercice qui est tellement éclairant à faire. C'est ça, je pense que quand tu le fais, ça pique parce que ça confronte la réalité avec peut-être l'idée qu'on se faisait, la projection de quand j'aurai mon business, je travaillerai 20 heures par semaine, etc. Donc clairement, je pense que la prise de conscience peut frotter fort. Oui. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si elle se fait pas là, ça veut dire qu'on va essayer pendant des semaines, voire des mois, voire parfois des années à atteindre cet objectif de 20 heures par semaine sans y arriver, du coup, puisque mathématiquement, c'est pas possible. Et donc, les impacts de ça sont quand même extrêmement forts.
peuvent aller sur des choses assez dramatiques, hein, d'épuisement, etc. Donc, c'est un gros enjeu. Être oui, épuisé, ça veut dire que littéralement, tu peux plus contribuer à ton entreprise. c'est Tu ça. t'es épuisé comme ressource. Et pour te recharger, ben, c'est pas si simple en fait. Exact. Donc c'est pas neutre. Donc oui, ça peut piquer, mais je pense que c'est nécessaire comme calcul. Donc tu disais 50% de temps de client, 10% sur l'admin et 30% sur vente et marketing. Qui nous laisse un 10% pour être le dirigeant de ton entreprise. Ok. Puis être le dirigeant de ton entreprise, c'est penser justement à ta stratégie, faire ta planification trimestrielle. Ça veut, pour moi, là-dedans, il y a aussi le fait de se former qui rentre. Puis ça me fascine tout le temps. Tu sais, justement, quand je vois des gens qui travaillent 20 heures semaine, mais qui s'engagent dans des programmes de, 6 mois qui demandent une implication de 5 heures par semaine, mais c'est parce que ça ne fonctionne pas. Puis tu sais, il y en a certains qui vont dire, oui, mais moi, j'aime ça me former, c'est mon passe-temps. Je suis d'accord avec ça, j'adore me former aussi. On s'entend que j'ai passé toute ma vie à l'école. Sauf que quand tu as une famille et que de faire ces activités-là de formation ne sont plus réalistes parce que tu te manges des heures, soit que tu le fais pendant que tu devrais être avec ta famille ou tu le fais pendant que tu devrais réaliser des projets clients. C'est parce qu'à un moment donné, ça ne rentre pas. Puis tu sais, 10% pour être le dirigeant de ton entreprise, encore une fois, sur une semaine de 20 heures, ça fait 2 heures. T'as intérêt d'être super efficace. Exact. Fait que ça amène, tu sais, je pense pas qu'il faut se dire, je dois, tu sais, avec une discipline de faire respecter ce temps-là parce que sinon la mort va m'arriver. Non, c'est un guide. C'est simplement un guide pour te permettre de savoir est-ce que tu vas tendre vers un équilibre ou tu es littéralement en train de te surcharger. Et juste d'avoir la possibilité de le savoir, ça donne énormément de pouvoir. C'est juste, je le sais que je m'enligne vers des heures supplémentaires et je l'accepte versus je veux juste tout faire puis tout va fonctionner, c'est une pensée magique. Mais au moins, je sais dans quoi je m'embarque. C'est ça, exactement. Et on peut se dire, ok, c'est ponctuel et je l'accepte pendant 3, 6 mois, etc. Mais c'est en connaissance de cause et c'est pas subi où on se dit au bout d'un moment, dis donc, je suis un peu fatiguée en ce moment. Bah ouais, tu m'étonnes, tu fais 2 fois plus que ce que tu avais prévu. Et c'est pas tout à fait la même chose en fait. Donc c'est l'idée de le faire en conscience. Et justement pas en intuition, mais en connaissance de cause par rapport à et la capacité des ressources, du business, et puis de l'équilibre entre la vie familiale, le business et puis soi aussi. Avoir aussi potentiellement du temps pour soi au milieu de tout ça, parce que c'est possible aussi. Dormir, c'est bien. C'est ça. Dormir, faire des activités, je sais pas, sportives, artistiques, peu importe. Oui. Voilà. Mais il y a aussi ça dans l'équation, de se dire si dans ma semaine je vais avoir 2 heures pour moi, ben comment je fais rentrer et comment je fais aussi tourner mon business pour avoir ce temps-là et qu'il soit pas grignoté à chaque fois. Parce que ce qu'on voit quand même souvent, c'est que entre le temps du business, de la famille et pour soi, le pour soi, il a tendance à disparaître un peu au profit des autres, des 2 autres gros pôles entre guillemets. Et c'est pareil, ça peut être ok temporairement si on en est conscient et si ça marche dans cet équilibre-là. Mais c'est encore une histoire de conscience et de d'être au courant en fait que c'est en train de se passer comme ça. Ouais. Donc on a bien compris du coup le cheminement, c'est-à-dire de voir les heures dispo dans la semaine et combien je veux travailler, d'inclure les vacances, les jours maladie, jours fériés, etc. Et puis voir aussi les attentes financières de combien est-ce que je veux faire rentrer. Quelqu'un qui se poserait la question de savoir par où commencer, tu lui conseillerais quoi? De faire cet exercice-là. Il est quand même bien documenté. J'ai des mini-formations gratuites sur le sujet, donc je pense que là, c'est vraiment un no-brainer. Allez faire l'exercice et récolter 1 ou 2 claques d'en face, dit en bon québécois, parce que c'est ça que ça va faire. Moi, à chaque fois que je le fais régulièrement. Je fais au moins l'exercice 1 fois par mois, juste pour, justement, encore une fois, la vie de parents, tout change, tout bouge un peu, donc juste pour m'assurer que je suis au bon endroit, je le refais régulièrement. Puis l'idée avec ça, c'est que ça nous indique où regarder. Souvent, le premier endroit, pour ceux qui l'ont jamais fait, le premier endroit qui va faire mal, c'est vraiment au niveau des attentes financières. Je te dirais, dans 90% des cas, les gens réalisent que, faudrait que je charge 2 fois plus pour atteindre ce que je veux faire. Puis là, évidemment, il y a plusieurs nuances là-dedans parce que mon approche suggère quand même un certain niveau de dépense aussi. Donc, tu sais, c'est sûr que là, il y a des petits ajustements que la personne doit faire aux idées de base. Mais reste que juste parce qu'on a mal planifié notre temps,
nécessairement, ça a un impact sur le tarif qu'on devrait, entre guillemets, charger pour être capable d'atteindre, c'est ça, nos attentes financières en fonction du temps disponible. Fait que là, c'est sûr que c'est plate quand tu te rends compte que, justement, tu devrais charger 2 fois plus. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, pour moi, je ramène tout le temps au principe de tarif horaire, même si je ne charge pas à l'heure. Pour moi, la notion de tarif horaire, c'est simplement un indicateur de chaque heure que je passe à faire des mandats clients ou à travailler sur des offres, combien d'argent elle devrait rapporter. Fait qu'encore une fois, j'ai différents outils qui te permettent d'investiguer. C'est pas quelque chose de fixe dans le temps. Pour certains mandats, ça va être plus. Pour certains, ça va être moins. C'est un peu une moyenne, mais ça te permet de savoir est-ce que je suis on track ou pas. Tu sais, admettons que tu donnes des conférences, puis ça te prend 20 heures pour préparer la conférence, tu la charges 2000 $. Ben là, dans ce cas-là, ton tarif horaire, entre guillemets, est en réalité de 100 $ de l'heure. Si, puis c'est pas mauvais, 100 $ de l'heure, mais si en fonction de tes attentes financières, tu devrais en charger 250, on s'entend que le problème est clair en soi. Donc là, une fois que tu es au courant de ça, tu peux pousser l'investigation. Fait que la question qui s'ensuit, c'est est-ce que je suis capable d'augmenter mes tarifs? Est-ce que je suis capable, au contraire, d'avoir des gains d'efficacité de temps? Est-ce que je suis capable de rajouter sans nécessairement monter des tarifs, dramatiquement mon tarif? Est-ce que je suis plutôt capable de quand même le vendre plus cher, mais en ayant à côté des bonus qui, moi, me coûtent rien en temps? Fait que ça te permet, en fait, de revoir un peu la configuration de tes choses parce que tu identifier la source du problème. Tu sais, je parle des tarifs parce que, comme je dis, dans 90% des cas, c'est ça qui arrive. Fait que ça, c'est une approche. J'ai je dis cliente, mais elle a été super autonome dans son implémentation des choses. Puis juste avec mes outils gratuits, elle a réussi à tout revoir sa planification de ça, ce que je trouve génial en passant. Puis elle, en faisant l'outil, elle a vraiment réalisé que ça ne balançait pas. C'est vraiment, puis c'est ça, c'était l'indicateur tarif qui balançait pas. Puis elle s'est dit, moi, en fonction des clients que j'ai, je sais que le tarif que j'ai en ce moment, je peux pas l'augmenter. Et je suis à l'aise avec ça. Là où j'ai envie de prendre action, c'est sur mes attentes financières que je vais baisser. Elle, ça a vraiment été ça, son cheminement. Puis, dans le fond, elle se sentait, tu sais, elle avait envie de se sentir dans une zone où elle sentait que sa relation avec ses clients était équitable encore, tu sais, elle avait déjà justement son bassin de clients pour elle, ça fonctionnait bien. Elle voulait réduire ses heures par semaine parce que elle avait 2 grandes filles ados, puis tu sais, pour elle c'était super important de passer ce dernier moment-là, tu sais, de jeunesse avec ses filles finalement. Puis c'est ça, sa réflexion, elle a été ça, mais c'est pas défaitiste de dire ben finalement je vais réduire mes attentes salariales envers moi-même parce que dans ce contexte-là justement, ben je sais que ma zone, mon corps est de sable, je sais il est où, je l'accepte qu'il soit là, puis je suis à l'aise avec ça, tu sais. Mais c'est ça, et c'est prendre tous les facteurs en compte et pas que le chiffre d'affaires. C'est prendre en effet le facteur, combien j'ai de temps, qu'est-ce que je fais de ce temps-là, pourquoi j'en ai besoin maintenant, et c'est vrai maintenant, et ça changera peut-être 6 mois après, 1 an, 10 ans après, parce que c'est pas figé dans le marbre non plus. Ça veut pas dire le faire là et puis plus jamais le bouger, mais c'est être en capacité de choisir en fonction de choses concrètes, et en effet de pouvoir l'adapter à sa vie et de pouvoir décider en conscience, encore une fois. Ouais, exact. Quand tu disais du coup sur la partie, là on était vraiment sur la partie je suis à mon compte seule, je calcule et je regarde la manière dont je fonctionne. Pour les personnes un peu plus avancées qui commencent à se poser la question de la délégation, du coup, comment ça peut se passer? Oui, c'est super intéressant parce que la même approche est utilisée quand tu es rendu au point de déléguer. On s'entend quand tu es rendu au point de déléguer, normalement, tes attentes financières sont comblées. Puis là, tu es rendu à un niveau où tu le sais que ton temps est complètement utilisé. Tu le sais que, justement, tes attentes financières sont pas mal complètement atteintes. Puis, tu essaies d'avoir des gains en efficacité pour être peut-être capable d'aller prendre davantage de clients. Donc, je pense que c'est important de réaliser que quand tu es rendu au milieu de déléguer, ton carnet d'horaire est plein. Tu sais, ton 50% de temps de mandat client est utilisé. Ben là, tu vas regarder ton temps, il passe où? Puis tu sais, s'il y a des débalancements dans les catégories, justement, moi, dans le temps, quand j'ai fait cet outil-là, je me rendais compte que c'était 50% de mon temps qui passait sur mes ventes et marketing. Clairement trop. Donc là, j'ai identifié ça, puis ça m'a permis de faire, tu sais, je vais un petit peu loin dans les calculs, mais calculer c'était quoi l'impact sur mon chiffre d'affaires de récupérer ce temps-là pour des mandats clients, puis combien je pouvais me permettre de dépenser pour le déléguer. Puis
cette approche-là aussi, elle invite le fait de ne pas, je sais pas si vous avez cette expression-là, mais se chercher une perle rare. Donc, un bras droit qui fait tout et qui vous copie. Pour plusieurs raisons d'efficacité, à mon avis, c'est pas nécessairement la façon la plus efficace de commencer à déléguer. Parce que faut que tu formes la personne, ce qui est long. Faut que tu vérifies la qualité du travail de la personne, c'est long. Le fait d'y aller par poste de dépenses en temps, donc vente et marketing en premier, tâches administratives. Là, tu vois ton temps, il passe où? Puis à tous les endroits où tu passes plus que les pourcentages recommandés, c'est un indicatif de c'est peut-être le meilleur endroit. Puis justement, après ça, tu peux faire la réflexion de c'est quoi l'impact sur mon chiffre d'affaires de reprendre possession de ce temps-là. Puis des fois, en fait, la réflexion, c'est plus je sais que je travaille trop en ce moment et je veux reprendre possession de mon temps tout court. Donc, c'est quoi le montant maximal d'argent que mon entreprise peut se permettre de dépenser pour me permettre de récupérer ce temps-là? Fait que c'est ça, la réflexion, elle va vraiment dans tous les sens à ce niveau-là. Ouais, clairement. Et après, pour moi, ça rejoint aussi, je sais pas si t'as cette approche, mais je l'ai vu plusieurs fois, notamment sur les réseaux, de se dire quelque part quand j'ai mon approche et ma cible de taux horaire, en fait, de me dire si je pense que je veux être rémunérée 100 € de l'heure, mais que potentiellement je fais des tâches qui ont moins de valeur ou sur lesquelles je vais moins vite, peut-être la déléguer et payer 50 € de l'heure là où moi ça m'en coûte 100 quand je passe une heure dessus. C'est aussi un équilibre intéressant à avoir, de se dire juste en fait la personne va mieux le faire que moi parce que c'est son expertise. Et je suis d'accord avec toi sur l'idée de la perle rare. Parfois, il vaut mieux aller chercher des experts spécifiques sur des choses précises parce que c'est leur domaine d'expertise. Donc avec ils vont des tâches précises aussi. C'est ça. Tu passes moins de temps à expliquer ce qu'ils ont à faire. Exactement. Et du coup, ça va être beaucoup plus, en termes d'impact, là aussi, ça va être beaucoup plus efficace. Et potentiellement, même en déléguant, ça coûtera moins cher que de passer soit une heure où on va pouvoir aller la charger à un client et donc la facturer et donc récupérer du chiffre d'affaires pendant cette heure-là, vu qu'on fait plus l'activité. Ouais, vraiment. Genre, définitivement, le seul truc qu'il faut vraiment faire attention, c'est d'estimer le temps que cette relation-là de délégation va prendre et de l'inclure dans... Tu sais, puis on s'entend que c'est une erreur que je vois. J'ai eu des clients qui étaient des agences avec des dizaines d'employés et qui faisaient l'erreur de ne pas charger au client final le temps de gestion de projet. Fait que ça, c'est quand tu fais des offres de service, surtout quand justement tu es dans le service, tu sais, que tu vendes ton temps à l'heure ou que tu vendes au forfait, quand tu commences à déléguer, puis même, je te dirais, quand tu délègues des tâches qui sont à l'interne puis qui sont pas juste à l'intérieur du mandat que tu fais, de considérer, c'est ça, une nouvelle catégorie de temps qui est juste la gestion des ressources humaines. Donc, quand tu es en train de réaliser un projet client, je pense que c'est c'est quand même facile de dire, là, tu sais, avant, j'avais juste l'estimation de mes tâches à moi et l'estimation du temps de contact de client. Là, j'ai l'estimation de mes tâches à moi, du temps de contact client, des tâches de la personne à qui je délègue et la gestion du projet dans son ensemble. Fait que c'est vraiment important de faire l'ensemble du calcul parce que des fois, tu sais, j'ai vu des gens qui déléguaient. Mettons, on va prendre des chiffrons. Donc, eux, leur tarif horaire était 100 $ de l'heure. Ils déléguaient à quelqu'un 80 $ de l'heure, mais au final, ils perdaient de l'argent en faisant ça parce qu'ils n'avaient pas fait le calcul suffisant au niveau du temps que ça leur prenait. Donc, ça, c'est la petite composante à inclure qui est super importante. Mais, je veux dire, quand tu es rendu à avoir un carnet de clients qui est booké et avoir quelqu'un à côté qui te coûte moins cher et qui est plus efficace que toi sur des tâches, s'il vous plaît, envisage-le comme solution. C'est clair. C'est ça. Mais faut voir l'ensemble de l'image plus grande que ça. Puis j'insiste autant là-dessus parce que je me suis plantée solidement en l'oubliant aussi. C'est facile de juste faire non, ça va pas prendre plus de temps, mais oui, ça prend plus de temps. Puis plus que ton équipe grossit, plus que le temps de gestion prend une part qui est importante. Bien sûr. Oui, et c'est pas forcément la part humaine à laquelle on va penser. Or, quand on grossit et qu'en effet on commence à avoir une équipe, il y a forcément des interactions. Et heureusement. Serait-ce que c'est un peu le but aussi. Ne serait-ce que pour partager la vision, la stratégie, où est-ce qu'on va, co-construire des choses, etc. Mais t'as raison. Si ça c'est pas pris en compte dans le calcul, forcément à un moment ça passe pas quoi.
Ouais, exact. Ok, top, merci beaucoup. Du coup, on a 2 niveaux en fonction de votre niveau d'avancement. Soit vous commencez et donc vous pouvez commencer par déjà calculer sur votre partie à vous versus vos attentes, etc. Soit vous êtes un peu plus avancé, vous vous posez des questions sur la délégation. Dans tous les cas, les ressources seront disponibles dans la description. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On arrive sur la fin du podcast. S'il vous plaît, prenez soin de vous. C'est peut-être l'automne, l'épuisement est là, il y a la situation, je pense juste globale, qu'il y a plus de stress, plus de tout. Je pense que c'est toujours le temps de se poser la question de est-ce que j'ai tout ce que ça me prend pour atteindre mon équilibre, mais d'autant plus là. Je sais que ça peut tellement avoir de l'air froid de se dire je vais calculer mon entreprise, surtout quand c'est un projet de cœur. Je comprends. Mais de faire l'exercice, ça peut vraiment vous sauver votre énergie, votre inspiration et votre intuition dans les prochains mois. Prenez le temps de le faire. J'ai rien à gagner. En vous disant de le faire, mes ressources sont gratuites. Faites-le pour vous permettre d'atteindre, parce que l'équilibre, c'est un concept qu'on n'atteint jamais, mais tendez davantage vers votre équilibre. Donnez-vous les outils pour respirer un petit peu plus. C'est ça, surtout en tant que parent entrepreneur, là, c'est même pas un luxe. C'est même pas un luxe de le faire. C'est un super bon conseil. Au moment où on enregistre cet épisode, donc on est plutôt sur la fin de l'année. Si vous êtes en train de préparer vos objectifs pour l'année prochaine ou de préparer ceux du trimestre prochain ou peu importe, ça peut aussi être un très bon moyen factuel, vous l'aurez compris, de pouvoir... Absolument, je commence aussi toujours mes planifications annuelles et trimestrielles en le refaisant. C'est ça. De se dire, OK, est-ce que je suis toujours dans la plaque de ce que j'avais prévu ou pas? Si c'est ou pas, comment est-ce que je réajuste? Mais ça va aussi orienter vos actions et donc vous donner de la clarté là-dedans, dans quelles sont les actions pragmatiques que je dois mettre en place ou pas pour justement atteindre ces objectifs-là. Donc, quel que soit le moment dans l'année où vous allez écouter cet épisode, c'est utile. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment de calculer. C'est ça. Hélène Sarah, tu nous l'as dit, toi, tu le refais plusieurs fois. Donc, donc toujours. Je pense, puis justement, j'ai développé l'année dernière, mon outil était au départ juste sur Excel, puis j'ai développé la version directement accessible sur Internet. Donc, j'ai mon téléphone, puis je suis capable de faire directement mes calculs. C'est pas besoin de se connecter à rien. Pour moi, c'est vraiment, je suis souvent là-dessus juste pour me rafraîchir. Je suis rendue où, là. Ouais, c'est très bien. Et ça refocus quand il y a besoin. Donc, c'est parfait. Exact. Ouais. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Hélène Sarah sous la description de cet épisode. Donc, tu l'as compris, il y a beaucoup de choses gratuites auxquelles tu peux avoir accès. Donc, n'hésite pas, va calculer, même si tu n'aimes pas les maths. En plus, elle vient de le dire, c'est plus sur Excel, c'est sur une plateforme. Donc, tout va bien. Tu n'as même pas besoin d'aller sur un tableur. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. Ça fonctionne aussi très bien. Merci beaucoup, Hélène Sarah, d'être venue me parler de maths dans Tuba. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Avec grand plaisir. J'ai hâte de suivre du coup tes prochaines idées, ce que tu vas mettre en place dans ta business et que tu vas nous partager pour qu'on puisse faire avancer les nôtres. Merci beaucoup. Absolument. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.